tout le monde connaît le Belém par son aspect duc de Westminster, période anglaise. On ne reconnaîtrait pas le navire s'il retrouvait ces aménagements très très frustes de sa période française. À l'époque où il n'y avait qu'un malheureux poste-équipage situé derrière le Mademoiselle, et puis l'arrière, une silhouette basse, un navire complètement différent, pas de hublot sur les coques, etc. Donc c'est vrai qu'on côtoie les marins et le public qui côtoie le Belém depuis une trentaine d'années maintenant, quasiment, eh bien, n'identifie le Belém que par cette silhouette anglaise. Allez, c'est parti, sur toutes les cartes. Le voir de loin avec toutes ses voiles, puis le voir se rapprocher petit à petit, c'était magique. Être maintenant à bord, c'est un sentiment très intense, c'est très émouvant. Oui, je suis monté à bord du Fantôme 2 quand j'étais petit garçon. Il était ancré là-bas, sur la rivière. Je crois que c'était pour les régates de Cowes. Et je suis monté à bord avec mon grand-père sur une passerelle très étroite. Et je me souviens que j'ai eu vraiment très peur. Ah, quel bateau fantastique. Vous êtes très content de le revoir? Ah oui, vraiment très heureux. Ah, c'est une émotion extrême de le voir. Ouais, de le voir ici même, où mon grand-père a travaillé comme cuisinier. Île de Wight, septembre 2010, le Belém retrouve Cowes, son port d'attache du début du siècle dernier. Ce temple de la voile du sud de l'Angleterre, réputé pour ses régates, fut un port de prestige pour le navire, témoin d'une renaissance. Des nombreuses vies du trois-mâts-barques français, né à Nantes, l'époque britannique est l'une des plus longues de son histoire. Après avoir effectué 33 campagnes entre 1896 et 1913, en tant que navire de commerce, le Belém est délaissé, prêt à finir sa carrière marchande au canal de la Martinière, près de Nantes, comme de nombreux autres grands voiliers de la fin du 19e. La vapeur séduit les armateurs, traverser l'Atlantique à la voile devient moins rentable. Son salut, le Belém le doit à sa ligne. L'élégant yacht de Crouan séduit le richissime duc de Westminster en 1914. Quelques mois avant le début de la Première Guerre mondiale, le Belém arrive au sud de l'Angleterre pour y être transformé en yacht de luxe. Après 5 ans de travaux, 100 000 livres de dépenses, soit près de 3 millions de livres d'aujourd'hui, le navire de commerce n'est plus. Sa seconde vie ne sera que croisière et réception à bord pour la société UP du début du XXe siècle. Cabine de luxe, salle de bain, salon, distribution d'eau transforment à jamais le voilier à phare carré. Plus besoin de remorqueurs, 2 moteurs le rendent autonome, l'échappement se fait à l'arrière par le mât d'artimon. En 1921, un second propriétaire outre-Manche sera séduit par le luxueux trois-mâts-barques, Arthur Ernest Guinness, membre de la célèbre famille de brasseurs. Le bateau est prêt pour de belles navigations. Rebaptisé Fantôme 2, Guinness embarque en famille pour de nombreuses croisières. Il fera même un tour du monde entre 1923 et 1924. À son bord, quelques invités et plus d'une trentaine de membres d'équipage. Sur l'île de Wight vivent de nombreux descendants des marins du Fantôme 2. Certains n'ont pas connu leur grand-père, d'autres ont vu le bateau enfant, sont même parfois montés à bord il y a plus de 60 ans. Le grand-père de Danny Ward était second cuisinier entre 1923 et 1937. Envoûté par l'histoire du bateau, qui appartient à sa propre histoire désormais, Danny n'a de cesse de chercher tout détail, objet, anecdote sur le Fantôme 2, redevenu aujourd'hui le Belém.
À quelques encablures du ponton où est accueilli le trois-mâts, sur la rivière Médina, reste encore la trace de la cale où hivernait le voilier. Comme vous voyez ici, ça c'est la cale sèche, avec la cheminée, la salle des machines, et voici ici les marches qui descendent. Et là c'est le ponton, c'est vraiment celui-là. On se trouve donc ici sur cette photo du Fantôme 2 qui se trouve dans la cale sèche. Et donc la passerelle que nous allons traverser nous permet de voir de ce côté-ci de la cale. Fantôme 2 ne restait pas longtemps à White. Outre l'hivernage et le rendez-vous incontournable des régates annuelles de Cowes, le trois-mâts était toujours en mer. Il naviguait régulièrement dans les eaux écossaises et irlandaises. En 1937, lors d'une traversée de l'Atlantique, en rentrant de Québec, il établira un record de vitesse. La Seconde Guerre mondiale marquera la fin des longues traversées. Mis à l'abri dans la vasière du port de Cowes, sa bonne étoile le sauvera des bombardements en 1942. La destinée extraordinaire du Belem, depuis 114 ans, a conduit la fondation qui soutient le trois-mâts depuis son retour en France à effectuer des recherches sur le passé britannique du navire. Grâce à une photo publiée dans la presse de l'île de White, où résidait près de la moitié de l'équipage à l'époque de Guinness, depuis 2 ans, l'histoire se recompose et les liens se tissent entre les descendants des marins du Fantôme 2. Point d'orgue le retrouvaille à bord du Belem, en escale. Faites attention à la marche, monsieur. Bienvenue à bord. Ah, je suis vraiment ravi d'être à bord. C'est un honneur pour nous. Ah, absolument superbe. Ah, j'aimerais bien rencontrer le cuisinier. Ah, vous pensez que vous pourriez me le présenter? Voici Cédric, le second cuisinier, et Jacques le chef. C'était votre grand-père, là? Oui, mon grand-père était là. Et le chef, il est où? Ah non. Non, le chef n'est pas sur cette photo. Non, le chef est en train de bosser, bien sûr. David James, please. That's before seeing your photos. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Danny Ward. Être à bord pour les descendants de l'équipage du Fantôme 2 est un formidable bond dans l'histoire. L'occasion de consulter des photos, de mêler des souvenirs et croiser des histoires. Pour certains, le lien avec le trois-mâts est si fort qu'ils souhaitent voir des objets de l'époque revenir à bord. Barry Seward n'a pas connu son grand-père, Mark Radcliffe, second capitaine. Pour lui, le trois-mâts doit retrouver son passé. Il a apporté une pendule du bord, datant de l'époque du Fantôme 2. Déjà l'an dernier, après avoir effectué un stage à bord, une traversée de la Manche, riche en émotions, Barry avait offert un tableau qui a rejoint d'autres témoins de l'histoire dans le bureau du commandant. Je suis content de le voir ici. Pour moi, c'est ici chez lui. C'est ici que j'ai vu ce voilier pour la première fois il y a longtemps, quand j'étais petit. J'ai pleuré car j'avais peur de l'eau. Et me voilà des années plus tard, ici, où je voulais le voir. Il y a près d'un siècle, le Fantôme 2 était bien loin de Cowes. Le commandant Frogbrook avait pour mission d'embarquer la famille Guinness pour un tour du monde. Père de 3 enfants, Sir Guinness avait proposé à l'une de ses filles de partir avec une amie de classe, Nancy Tennant. La jeune fille de 18 ans a tenu son journal. Son fils aujourd'hui mesure la chance qu'elle a eue d'être à bord. C'était extraordinaire que notre mère ait fait le tour du monde avec ce navire à l'âge de 18 ans, entre 1923 et 1924. Le monde était complètement différent de celui que l'on connaît aujourd'hui. Et ce bateau, il navigue encore sur toutes les mers du monde. Pendant longtemps, on ne savait même pas qu'il existait. Et vraiment, quel immense bonheur de voir ce bateau aujourd'hui. Voilà, Mrs. Vaughan, eh bien, regardez, votre grand-père a occupé ce beau fauteuil pendant de nombreuses années quand il était capitaine du Fantôme 2, que l'on voit là-bas
sur cette belle photographie qui représente donc le navire. Eh bien, asseyez-vous dans votre fauteuil. Merci. Thank you. It's very good. Definitely, we will always. Tant que je vivrai, nous suivrons l'histoire du Belém. Et on espère que lorsqu'il naviguera plus, on le transformera en musée. Mes petits-enfants sont montés à bord 2 fois. Nous leur avons transmis la passion de ce bateau. Et ça sera toujours quelque chose d'important pour nous. Savez-vous, messieurs, comment on fait pour suivre le cap le plus près serré? On regarde pas le compas, en fait. La quatrième de... Alors, et pourquoi on la regarde, celle-là, particulièrement? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Je trouve qu'elle est sympathique. Elle est sympathique, oui. D'accord. Moi, Simplement, la hauteur de chute est la plus importante. Donc, c'est elle qui faceille en premier. Ah oui. Ah, voilà. Tout simplement. Et c'est bien celle-là? Donc, c'est le grand perroquet. La magie du Belém, c'est vraiment le passage de relais entre différents témoins et qui, à chaque moment de son histoire, on en fait un bateau dans l'air du temps. Et c'est ce qui le différencie des grands voiliers que vous rencontrez, parce que c'est exceptionnel d'avoir un navire marchand, c'est exceptionnel d'avoir un yacht et ensuite un navire école. Ça n'existe pas. Et dans ces successions de 5 ou 6 vies du Belém, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que il y a un hommage particulier au duc de Westminster, même si Guinness a fait beaucoup de choses, parce que sa décision d'acheter ce navire en 1913, alors qu'il y avait probablement en France encore 150 grands voiliers, eh bien, ça en fait l'unique survivant. Et c'est normal que les Anglais qui ont constitué ce maillon vraiment important le considèrent comme un des leurs, comme les Italiens le considèrent comme un des leurs, et puis bien sûr comme nous les Français le considérons comme notre seul grand 3-mâts, témoin de la marine marchande du XIXe siècle. Allez, on y va, faut pas mourir! Comment fonctionne ce type de navire pour faire un virement de bord? Eh bien, la manœuvre est simple. Depuis 114 ans, le Belém a vécu plusieurs vies, échappé au siècle dernier à des catastrophes qui auraient pu l'anéantir à tout jamais, comme l'éruption de la montagne Pelée ou le tremblement de terre et le raz-de-marée de Yokohama. Un destin unique qu'aujourd'hui soutiennent et partagent à Mécène une fondation et au quotidien 16 hommes d'équipage. Tout comme le duc de Westminster, son destin séduit marins et stagiaires qui embarquent pour participer aux manœuvres. Et continue à écrire son histoire, bien loin de l'ambiance des croisières à bord du Fantôme 2 au début du XXe siècle. Mais la magie reste intacte.